Bienvenue sur ABK Radio, bienvenue à l'écoute de cette autre édition de l'émission Fina Family sur la fréquence utile et agréable 89.9 FM. Être célibataire, c'est avoir le courage de s'assumer et de s'aimer tel que l'on est sans avoir une quelconque dépendance émotionnelle. L'étape qui précède le mariage, c'est les fiançailles, une étape au cours de laquelle les futurs mariés doivent se préparer afin de consolider les liens de famille plus tard. Le célibat et la préparation au mariage pour réussir sa vie de famille est le thème que nous explorons avec notre invitée du jour. Elle se nomme Périssia Blossomed. Elle est conseillère en relations d'aide et nous avons le plaisir de l'accueillir sur Fina Family. Bienvenue Périssia. Merci Sidonie. J'ai bien prononcé Blossomed. Blossom, on va dire. Ah, c'est Bloss. Bloss, en fait, le ED de la fin est muet. Oui. Donc, qui signifie épanoui, épanouissement. Oui. Périssia Blossom, je crois que je vais me retrouver. C'est comme ça, Blossom. Allez, Sidonie, appelle-moi tout simplement Périssia. Comme ça, d'accord. Voilà. Oui, là, ce sera plus facile. Périssia, en quelques mots, dites-nous qui vous êtes. Alors, je suis tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. Je vais le dire comme ça me vient. Oui. Je suis blogueuse, pour commencer. Donc, j'ai un blog sur Facebook où, en fait, j'entretiens les célibataires, mais pas que. Disons qu'au départ, la page était essentiellement orientée vers les célibataires, mais rapidement, même des personnes mariées nous ont rejoints. Donc, en fait, c'est une page où on parle de vivre son célibat de manière épanouie. On parle de la préparation au mariage, mais pas que. On parle également de la foi, on parle des défis qu'on rencontre au quotidien dans la vie de tous les jours et comment les gérer. En fait, on parle de la vie dans son entièreté. On aborde des sujets sur la dépression, la santé mentale, la gestion de l'argent. Donc voilà, enfin, tout ce qui tourne un peu autour de la vie, mais pas mal axé quand même sur le célibat et sur la préparation au mariage. Ouais. En dehors de ça, de formation et de profession, je suis médecin. Donc, je suis médecin anesthésiste. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai également une grande passion pour la mode. Oui, je suis célibataire, comme vient de le dire la chanson. Donc, je disais qu'en dehors de ça, j'ai également une passion pour la mode. Oui. J'ai une marque de vêtements en ligne. Voilà, donc je fais également, j'embellis également les femmes. Donc, je ne m'occupe pas que de l'intérieur, je m'occupe de la beauté intérieure. J'essaye de réconforter les célibataires, de les encourager, mais je m'occupe aussi de la beauté extérieure, donc de l'apparence. Et puis, j'ai également une passion pour l'écriture. Donc, je suis auteur, j'écris à mes heures perdues. Je veux vous dire que je comprends pourquoi vous êtes toujours célibataire, parce que toujours la tête dans le travail, mais à quel moment est-ce que vous allez rencontrer l'amour de votre vie? C'est pas pour ça que je suis toujours célibataire, mais c'est parce que je suis toujours célibataire que je fais tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arrive pour vous bousculer un peu. Voilà, comme ça, je vais faire de l'espace, mais en attendant, j'essaye d'occuper mon temps et puis de maximiser les dons et les talents que j'ai reçus pour faire plaisir au maximum de gens. Magnifique. Vous êtes également conseillère en relations d'aide. Oui. C'est vrai que c'est une expression nouvelle pour moi. C'est quoi une conseillère en relations d'aide? Alors, une conseillère en relation d'aide, c'est pour parler vulgairement et se faire comprendre, on va dire c'est une sorte de psy. Oui. Donc, c'est une sorte de psy, c'est quelqu'un qui accompagne les gens à comprendre ce par quoi ils passent, à se comprendre eux-mêmes. Oui. Et à aborder en fait ce qui semble pour eux des moments difficiles de la vie. Donc, il y a simplement des fois où on n'arrive pas à gérer tout seul ce qu'on est en train de traverser. Ça peut être un deuil, ça peut être une perte, ça peut être un divorce, ça peut être un enfant difficile à la maison qu'on n'arrive pas de canaliser. Oui. En tout cas, toutes les situations qui mettent nos nerfs à rude épreuve, toutes les situations où notre psychologie est un peu entamée, on peut avoir besoin de quelqu'un à qui parler, une oreille attentive, quelqu'un qui ne nous juge pas, et quelqu'un qui nous accompagne dans ces moments difficiles et qui nous aide à trouver des solutions. Ouais. Donc, c'est un peu à ça que sert une conseillère en relation d'aide. Disons que c'est un peu comme un appui au psy.
La différence, c'est que nous, on ne fait pas de prescription médicale, donc on ne fait pas d'ordonnance. Oui. Nous, on soigne essentiellement par l'écoute et par la parole, alors que les psychologues, en fait, sont des docteurs qui ont la capacité de prescrire des médicaments, des antidépresseurs, ce genre de choses, pour aider, en fait, à soigner l'âme qui est en peine. Donc voilà comment est-ce que je pourrais décrire en quelques mots ce que c'est qu'une conseillère en relation d'aide. Périssia, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux questions liées au célibat, aux fiançailles et au mariage? Il y a quelques années, disons que je me suis retrouvée dans le cas parce que quand j'ai entamé mes études universitaires, j'avais un plan de vie, je pense comme toutes les jeunes femmes, comme tous les jeunes hommes. Donc, dans mon imaginaire de jeune femme rêveuse, je m'étais dit, vers 25 ans, 26 ans, je serai mariée. Vraiment, si tout va bien, par la grâce de Dieu, autour de 32 ans, vraiment maximum 35 ans, j'ai fini de faire mes enfants. Et puis là, je commence à profiter de la vie. Et il s'est fait que j'ai passé mes 25 ans, puis j'ai passé mes 30 ans, puis j'ai passé mes 35 ans. Et les choses ne se déroulaient pas tout à fait comme je les avais prévues. Oui. Donc, avec la pression de la société, la pression de la famille, les remises en question, j'ai commencé à m'interroger sur le comment, du pourquoi et le pourquoi pas. Et je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas la seule dans cette situation. Je ne m'adresse pas qu'aux célibataires, mais je m'adresse surtout aux célibataires qui ont passé un certain âge. Parce qu'on ne vit pas le célibat à 25 ans comme on le vit à 35 ans, 40 ans, 45 ans. Voilà. Donc, en 25 ans, on est encore jeune, on est encore insouciant, on a encore un peu la vie devant soi. Une fois qu'on garde espoir. Exactement. Une fois qu'on a passé la trentaine, ça devient compliqué. Après 40 ans, on a presque l'impression que c'est sans espoir. Donc, je me suis retrouvée dans la situation et puis j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que le mariage ne vient pas? Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas quelqu'un qui me corresponde? Est-ce qu'il y a un souci de mon côté? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas fait ça au village? Est-ce qu'on n'a pas fait ça au village? Tout ça là entre en jeu. Est-ce qu'on n'a pas fait ça au village? Est-ce qu'il n'y a pas un mauvais esprit qui me poursuit? Les maris de nuit, les cousins de jour, tout ça, voilà, tous ces membres de famille nocturnes là qui bloquent souvent les mariages. Voilà, on y pense quelquefois dans la famille lorsque les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité. Exactement. Donc, j'ai commencé à me poser des questions et en cherchant des réponses à ces questions, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à passer par là et je me suis en fait sentie émue de compassion pour toutes les personnes parce que j'ai rencontré des célibataires qui le vivaient vraiment mal. Oui. J'ai rencontré des jeunes femmes surtout qui, vraiment pour elles, c'était la fin du monde de ne pas être mariées, qui avaient vraiment une forte pression et qui étaient prêtes à tout en fait pour entrer dans un foyer. Et donc, je me suis dit, si moi j'arrive à passer au travers, si j'arrive à garder un certain équilibre en étant célibataire, il faut que je le partage avec d'autres personnes pour que les gens sachent que le mariage, ce n'est pas une fin en soi, que le mariage, ce n'est pas ça la preuve de l'accomplissement et qu'on peut réussir sa vie et faire beaucoup de choses en étant célibataire. Et que le célibat n'est pas non plus une fatalité. Périssia, comment est-ce que vous définissez le célibat, justement? Alors, le célibat, c'est l'état de quelqu'un qui serait en âge d'être marié et qui ne l'est pas. Oui. Et lorsque vous parlez de la préparation au mariage, qu'est-ce que vous y mettez? Alors, la préparation au mariage implique beaucoup de choses. Oui. Elle se fait sur 3 volets. Oui. Il y a la préparation physique, oui. Il y a la préparation émotionnelle, oui. Et puis il y a la préparation spirituelle. Oui. Donc, il faut se préparer sur ces 3 plans-là pour pouvoir entrer dans un foyer. Après, je dis, on n'est jamais suffisamment prêt parce que souvent, quand on parle de préparation, les gens ont l'impression que c'est une recette de cuisine. Oui. Donc, 3 œufs, 300 grammes de farine, 100 grammes de beurre, un peu de sucre, on mélange le tout, on met au four et c'est prêt. En ce qui concerne le mariage, la préparation permet de faciliter les choses, on va dire. Mais il n'y a pas des astuces qu'on va donner pour dire si tu fais ça, au bout de 6 mois ou de 1 an, voilà, tu seras prêt et puis dans ton foyer, tu ne vas rencontrer aucune difficulté, tout sera rose, tout va bien aller. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne parce que l'homme est ondoyant et divers et il change.
si on arrive à nous surprendre nous-mêmes. Je ne sais pas, Sidonie, si une fois il t'est arrivé de poser une action et puis de te demander si c'est toi qui avais fait ça. Ou de dire quelque chose et de le regretter dans la seconde, de la seconde qui suit. Voilà. Alors, si on n'arrive pas à se maîtriser soi-même et à se connaître soi-même, tu imagines un peu quelqu'un d'autre qui est quasiment un étranger, en fait, au moment où on le rencontre. À quel moment est-ce qu'on finit de le connaître, de le découvrir pour dire qu'on le maîtrise et qu'en vivant avec lui, on va parfaitement le comprendre et former une harmonie. Donc le mariage, en fait, on se prépare, mais après, on a envie de dire que c'est une préparation de tous les jours. Même une fois qu'on est marié avec son conjoint dans la maison, mais on continue à apprendre, à le découvrir, à s'ajuster, à changer pour s'adapter à la personne avec laquelle on vit. Péricia, tout à l'heure, vous avez parlé du mariage, de la préparation physique, de la préparation spirituelle et de la préparation, c'était émotionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans la préparation physique, par exemple? Alors, dans la préparation physique, il y a beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'entretien de soi, l'hygiène. Parce que on a remarqué que parfois, il y a des femmes qui se plaignent de ne pas trouver le conjoint, mais c'est simplement parce qu'au niveau de leur apparence, au niveau de leur physique, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est pas soigné. Au niveau de l'hygiène, c'est pas tout à fait ça. Donc, il faut apprendre à... Et si je comprends bien, ça veut dire là, c'est pas quand on a rencontré peut-être l'homme de sa vie, c'est pendant qu'on est célibataire bien et qu'on aspire à rencontrer quelqu'un, il faudrait mettre toutes les chances de son côté. Je ne vais pas te cacher, je suis sûre que William qui est ici ne va pas nous démentir, c'est que l'homme, on l'accroche par les yeux. L'homme est frappé par ce qu'il voit. Alors, si ce qu'il voit n'est pas agréable, comment est-ce qu'il va être... Voilà. La femme également. Oui, bon, disons que la femme est plus sensible des oreilles. La femme est plus sensible des oreilles, l'homme est plus sensible des yeux. Alors, si on veut espérer capter le regard d'un homme, il faut être apprêté, il faut être propre sur soi, il faut avoir des cheveux soignés, il faut un minimum de maquillage, on n'est pas obligé d'en mettre trop. Certaines femmes préfèrent être au naturel, mais même en étant naturel, un petit brillant sur les lèvres, c'est pas trop, des sourcils bien rangés, bien épilés, une bonne odeur, des vêtements propres, voilà. Donc, une belle apparence physique, oui. Ce sont des choses qui sont agréables. Donc, il y a cette préparation-là. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'il faut? Mais pour les hommes, c'est pareil, parce que si nous, les femmes, on est sensibles des oreilles, on aime aussi ce qui plaît aux yeux. Après, quelqu'un a dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, quelqu'un pourrait regarder William et trouver que c'est un Apollon, et une autre le regarderait et puis le trouverait banal. Mais... Mais Apollon, je ne sais pas, Brad Pitt, Denzel Washington, il pourrait être le Brad Pitt de sa coco. Elle se prénomme comment, William? Il est caché derrière sa console. Donc, mais même pour les hommes, l'hygiène compte aussi parce que personne n'aimerait côtoyer, par exemple, un homme qui a une odeur de bouc. Ça peut bien qu'on dise que l'homme doit sentir le bouc. Je ne crois pas, non. Peut-être que c'était avant, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait une femme qui me démentirait. On aime les hommes qui sentent bon. On aime les hommes qui sont bien rasés, et qui sont bien coiffés. Avant, on pensait qu'un homme devait être un peu sauvage, mais aujourd'hui, les hommes prennent soin d'eux. Donc, même les soins de visage, les gommages et autres, c'est pas que pour les femmes. Voilà. Quand on a des problèmes de peau, des boutons de barbe et qu'on sort, on peut en prendre soin. Donc, aller dans un institut de beauté aujourd'hui pour un homme, je pense que ce n'est plus tabou, ce n'est plus quelque chose comment je peux dire, de bizarre si un homme le fait. Donc, prendre soin de soi, être propre, bien habillé, des vêtements propres, élégants en fonction des circonstances, ça permet aussi de capter l'attention. En tout cas, ça permet que quand on aborde une jeune fille et qu'on lui dit bonjour, qu'elle ait quand même envie de s'arrêter pour écouter la suite. Alors, si on sent pas bon, si on a la barbe un peu crépue, les cheveux bizarres et tout. Elle aura même l'impression qu'elle est en face d'elle un agresseur. Exactement, elle prendra ses jambes à son cou, par exemple. Voilà, Péricia. Et qu'est-ce qu'on met dans la préparation émotionnelle?
Alors, dans la préparation émotionnelle, on met tout ce qui est caractère, tout ce qui est gestion des émotions. Si par exemple on est un cœur d'artichaut, c'est-à-dire le genre de jeune fille ou de jeune homme qui tombe amoureux à la vitesse de l'éclair. Donc j'ai rencontré Sidonie aujourd'hui, ça y est, je suis amoureux. 2 secondes après, je tombe sur Péricia, je suis de nouveau amoureux. Sidonie, c'est de l'ancienne histoire. Ça veut dire en fait qu'on ne peut pas tenir dans un foyer. En tout cas, ça dépend, on est instable émotionnellement. Oui. Ça dépend aussi des raisons pour lesquelles on veut se marier. Hein, oui. Parce que si on prend en compte le fait que le mariage, c'est pour la vie, on estime qu'on a trouvé la personne qui nous convienne pour la vie et donc on veut bâtir quelque chose de sérieux avec elle. Pour toute notre vie, ça sera elle et pas une autre. Alors si dès le départ, on est incapable d'être fidèle, on est incapable de contrôler ses coups de cœur, on est incapable de contrôler ses crises de colère, on est incapable de gérer les moments difficiles de la vie, de gérer la tristesse, de gérer les épreuves, dans le foyer, ça sera encore plus difficile parce que si tout seul, on n'arrive pas à gérer ce qu'on ressent. Vous imaginez quand il y aura quelqu'un qui vous tend les nerfs, avec qui vous n'arrivez pas toujours à vous entendre et à vous comprendre, ça risque d'être assez chaud. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir déjà gérer ses émotions quand on est tout seul, avant d'y ajouter les caprices et les émotions de quelqu'un d'autre. Ce qu'on met dans la préparation spirituelle. Oui. Alors, la préparation spirituelle, c'est un volet que malheureusement les amoureux négligent souvent. Parce que quand on parle du spirituel, généralement, on se résume à l'église où on va célébrer la cérémonie. Alors, la question qu'on se pose, on va dans ton église ou on va dans mon église? Oui. Et si au départ, aucun de nous n'était dans une église, souvent on s'entend avec les parents pour trouver un endroit où célébrer le mariage. Or, nous devrions savoir que le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le mariage lorsqu'il a fait le premier homme, Adam. Il a jugé qu'il n'était pas bon que Adam soit seul et il lui a créé, il lui a formé une femme, Ève, qu'il a emmené vers lui et il les a unis par les liens du mariage après que Adam ait trouvé que Ève était à son goût. Oui. Donc, à ce titre-là, si on veut réussir son mariage, il serait judicieux de mettre Dieu au centre de notre foyer. Pas seulement comme un témoin qui est là quand on célèbre la bénédiction nuptiale, le jour du mariage, mais vraiment comme étant celui-là qui est l'auteur du mariage, celui-là qui l'a instauré et qui sait en fait mieux que nous ce qu'il convient de faire pour qu'un foyer marche. Et à ce titre-là, il serait bon que les futurs mariés se mettent d'accord au niveau de leur foi. En quoi est-ce que nous croyons? Est-ce que ce que j'appelle Dieu, c'est la même chose que tu appelles Dieu? Parce qu'aujourd'hui, on met tout dans Dieu. Jésus est Dieu, Mahomet est Dieu, je ne sais pas, Fali Poupa est Dieu. Donc, du coup, il faudrait qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'on met dans Dieu? Ensuite, comment est-ce qu'on a l'intention de vivre cette foi? Parce qu'après, tu entends quelqu'un qui te dit « je suis chrétien, mais pas pratiquant, je suis musulman, mais pas pratiquant ». Alors, si l'un est pratiquant et que l'autre ne l'est pas, comment est-ce qu'on va trouver l'équilibre dans notre foyer? Donc, c'est un certain nombre de choses dont il faut parler concernant la foi, la vision qu'on a de Dieu, la place qu'on veut que Dieu occupe dans notre foyer, qu'il ne soit pas quelqu'un qu'on appelle quand tout va mal, dans les moments difficiles, et que le reste du temps, on le relaie dans un petit coin en attendant que ça chauffe. Que Dieu ne soit pas seulement présent le jour de la bénédiction nuptiale, mais qu'on le prenne vraiment comme étant l'auteur du mariage, celui qui a le mode d'emploi, et celui qui sait mieux que nous comment faire réussir un foyer. Donc voilà, il faudrait que les fiancés s'entendent dessus, mais de manière vraiment très claire, pour qu'après il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Parce que souvent, surtout les premiers mois, quand l'amour est encore chaud là, quand on a encore les papillons dans les yeux, enfin je ne sais pas, les papillons dans l'estomac, les étoiles dans les yeux, voilà. Donc, ce n'est pas des sujets qu'on aborde. Et souvent, on se rend compte qu'on finit par se marier avec la personne sans même savoir en quoi elle croit. Oui. Moi, je connais malheureusement, par exemple, des jeunes femmes qui se sont retrouvées mariées avec quelqu'un qui était dans une loge ou avec quelqu'un qui avait des pratiques un peu compliquées. Oui. Ben, une fois qu'on est marié et on découvre ça, on tombe des nues.
Parce qu'en fait, avant, on n'a jamais pensé à poser la question, on était trop amoureux. Oui. Et puis le gars, il était vraiment frais, quoi. Il était frais, il était beau, il avait une belle voiture. Il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, il sentait bon, il s'habillait bien. Donc, du coup, on n'a pas pensé à lui poser la question. Et puis, une fois qu'on est marié, il commence à nous exiger des choses qu'on n'est pas en mesure de donner ou de faire. Et on se retrouve coincé dans un mariage où on se sent exploité. Oui. Donc, il est vraiment judicieux de parler de ces choses avant de se marier. Et Périssia, à quel moment est-ce qu'on doit commencer cette préparation pour le mariage? Est-ce qu'il y a un âge pour le faire ou alors il y a un moment bien précis au cours duquel on doit se dire mais vraiment je crois qu'il faudrait que je commence à mettre toutes les chances de mon côté pour rencontrer le prince charmant? Non, il n'y a pas d'âge. À mon sens, il n'y a pas d'âge. Alors, bien sûr, je ne vais pas conseiller à la jeune fille de 15 ans qui est en classe de 3e ou de 4e de commencer à se préparer au mariage. Non, il faut qu'elle se concentre sur ses études. Donc, il y a certaines conditions à remplir pour penser à la préparation au mariage. Je ne pense pas que c'est en termes d'âge, mais c'est en termes de maturité. Parce que le mariage, ce n'est pas des enfants qui se marient, ce sont des adultes qui se marient. Et quand on parle d'adultes, on ne parle pas forcément de l'âge inscrit sur son acte de naissance, mais on parle de la capacité à s'assumer et à se prendre en charge. Donc, il faudrait que sur le plan financier, par exemple, qu'on ait une certaine autonomie. Oui. Si c'est papa et maman qui payent encore toutes les factures, qui nous hébergent, qui nous blanchissent, qui nous nourrissent, si par exemple je suis un homme, ça serait compliqué de dire à mes parents, voilà, je vais me marier et je vais ramener ma femme chez vous et vous allez prendre soin de nous deux. Donc de la même façon, même si je suis une femme, je ne vais pas me marier en me disant si le monsieur travaille, voilà, il va me prendre en charge et moi, j'aurai juste à être belle et puis voilà. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle où c'est les hommes qui faisaient tout. Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes préfèrent les femmes battantes, des femmes qui peuvent les soutenir, des femmes qui apportent quelque chose dans le foyer. Et je pense que même pour nous, les femmes, c'est assez épanouissant de savoir qu'on participe au bien-être de la maison et qu'on ne dépend pas de l'homme pour tout. Vous imaginez, pour votre lait de toilette, vous tendez la main, pour votre vernis, vous tendez la main, pour, je ne sais pas, acheter les allumettes dans votre cuisine, vous tendez la main, c'est un peu compliqué. Donc ce serait bien, même si on a atteint un certain âge, de savoir qu'on peut quand même apporter quelque chose. On n'est pas obligé de gagner des millions, mais on sait qu'on peut soutenir son homme en participant à hauteur de ses capacités, de ses revenus, à faire fonctionner la maison pour que la charge ne pèse pas entièrement sur l'homme. Donc, il faudrait avoir une certaine maturité financière, ça veut dire qu'il faudrait être autonome, il faudrait être en mesure de gérer ses revenus, parce que le tout, ce n'est pas de travailler et d'avoir un salaire. Si on touche son salaire le 5 et que le 10, on n'a plus rien, c'est qu'il y a problème. Oui, il faut aussi savoir combien est-ce qu'on touche, parce que, bon, en fait, c'est un autre débat, on ne va pas s'attarder là. En tout cas, je crois que justement, en fait, Sidonie, tu as mis le doigt dessus. Oui. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on touche, justement, c'est la façon dont on le gère qui va déterminer, voilà, qui va faire la différence. Oui. Ça veut dire que peu importe ce que je touche, si je sais le gérer, je pourrais m'en sortir. Si j'ai un salaire de 50 000 et que je loue une chambre de 30 000, ça veut déjà dire qu'il y a un problème quelque part. Oui. Donc il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le salaire. Si je passe mon temps à acheter des mèches, des chaussures et tout ça, si je ne pense pas à faire des économies, ça veut dire qu'au niveau de la gestion financière, j'ai des difficultés et donc je ne suis pas forcément prête à entrer dans le foyer. Parce que c'est la preuve que même si mon mari demain gagne 5 millions, je serai tout à fait incapable de les gérer. Je vais exactement me retrouver dans la même situation que quand j'étais célibataire. Donc on parlait tout à l'heure également de la gestion des émotions. Il faut également une maturité de ce côté-là. Oui. Si on est encore un bébé gâté qui fait des caprices, qui pique des colères, qui ne supporte pas les remarques, les reproches, les contradictions, qui est incapable de gérer les conflits, dans un foyer, ça va être compliqué. Oui.
Donc, pour résumer, Sidonie, la préparation au mariage ne débute pas quand on a atteint un certain âge, mais c'est plus une question de maturité et de pouvoir s'assumer en tant que personne. Périssia, la préparation doit se faire avec son partenaire ou sa partenaire, ou alors chacun l'a fait de son côté? Alors, ça dépend. Il y a une phase de la préparation quand même qui commence seule. C'est-à-dire que tu posais la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il faut attendre d'avoir rencontré quelqu'un pour commencer à se préparer? Pas du tout. Le fait est qu'à un moment donné de notre vie, on commence quand même à sentir que bon, là, il faut que je réfléchisse sérieusement à fonder un foyer. Donc, une fois que cette envie est là, une fois que cette pensée commence à monter dans notre cœur, qu'on commence à sentir que il n'est plus bon qu'on soit seul, donc il faudrait qu'on allie sa destinée à celle de quelqu'un. Il faudrait déjà commencer à se préparer, même s'il n'y a personne en vue. Parce qu'il y a des choses comme la préparation émotionnelle, par exemple, qui peut se faire seule. Parce qu'on côtoie les membres de nos familles, nos collègues de travail, nos amis, qui sont quand même un bon miroir de qui nous sommes. Oui. Alors j'ai l'habitude de dire que si 2-3 personnes vous ont fait une remarque sur un trait de caractère que vous avez, ça veut dire qu'il est vraiment temps de travailler dessus. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir rencontré quelqu'un. Si on vous décrit comme quelqu'un de colérique, comme quelqu'un d'impatient, parce qu'avec vos frères à la maison, avec vos sœurs, avec vos parents, avec vos amis, on a remarqué que vous démarrez au quart de tour. Alors il faudrait déjà commencer à travailler ce trait de caractère, à travailler cette habitude-là pour la changer avant de rencontrer quelqu'un. Parce que si vos amis n'apprécient pas, si vos parents s'en plaignent, si vos collègues ont du mal, il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer s'en plaigne également. Oui. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut commencer à préparer seul de son côté en attendant de rencontrer son conjoint. Et une fois qu'on est ensemble, il y a la préparation continue parce qu'il y a des discussions qu'il faut avoir. Oui. Il faut connaître l'autre, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quel est le trait de caractère, par exemple, que tu penses que pour toi, c'est insupportable. Donc, il faut se parler, il faut communiquer. Quelle est ta vision de la vie? Quel est le nombre d'enfants que tu voudrais avoir? Tout ça, en fait, fait partie de la préparation. Oui. Ce n'est pas des choses qui s'improvisent une fois qu'on est marié, mais ce sont des choses qu'on prépare avant. De savoir, j'ai par exemple rencontré le cas d'un couple. Ils sont tombés amoureux, ils ont commencé à se fréquenter et en fait... la dame n'avait pas dit au monsieur qu'elle avait des projets de vivre à l'étranger. Donc, elle était en train de faire une procédure pour s'expatrier et le monsieur n'était pas au courant au moment où ils se sont rencontrés. Donc, quand le dossier a abouti et qu'il a fallu qu'elle parte, en fait, il est tombé des nues parce que c'était pas forcément au programme. Elle n'a pas compris que son conjoint ne comprenne pas. Voilà, elle n'a pas compris. Non seulement elle n'a pas compris que son conjoint ne comprenne pas, mais elle n'a pas compris que son conjoint ne veuille pas l'accompagner. Parce que pour lui, vivre au pays, il n'y a rien de pareil, quoi. Donc lui, il n'était vraiment du tout pas pour l'expatriation, ça a été très chaud. Donc à un moment, ils ont essayé de vivre ça à distance, elle là-bas, lui ici, mais la relation n'a pas tenu. Oui. Donc ce sont des choses dont il faut discuter. Où est-ce que tu vois ta vie? Comment tu vois ton avenir? Tout ça, ça fait partie de la préparation parce que en fonction des réponses que l'autre vous donne, vous voyez les réajustements que vous devez faire dans votre vie. Si par exemple, cette dame-là avait dit à son fiancé dès le départ que je prévois d'aller vivre à l'étranger, peut-être qu'il aurait eu quelques semaines, quelques mois pour y réfléchir et se dire, bon, est-ce que je l'accompagne? Est-ce que je reste ici? Tu vas vivre là-bas, c'est pour toujours, c'est pour quelques mois. Enfin, c'est quoi le projet? Alors, il aurait même pu mettre un terme à la relation. Voilà, il aurait pu mettre un terme à la relation en se disant, moi, la relation à distance ne m'arrange pas. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut discuter, qui contribuent à la préparation. Périssia, quel est le cadre adapté pour cette préparation? Est-ce que c'est la cellule familiale? Est-ce que c'est se rapprocher des assistants conjugaux, conseillers matrimoniaux? Alors, faire une école de famille, une école spécialisée dans la préparation au mariage? Alors, ça dépend de la valeur, j'ai envie de dire, qu'on donne au mariage, parce que tout est possible. Il y a des gens qui n'ont rien fait de spécial et qui ont réussi leur foyer, qui sont mariés depuis des années. Alors, peut-être qu'ils ont traversé des difficultés, mais en tout cas, ils ont réussi à passer outre les difficultés. Donc, ça dépend de la valeur qu'on donne à son projet de mariage, de comment on veut investir dessus et de comment on veut réussir. Aujourd'hui, ce n'est plus un luxe
où ce n'est plus tabou de s'adresser à quelqu'un pour être accompagné pour réussir son mariage. D'ailleurs, il y a plusieurs églises, que ce soit nos églises traditionnelles, que ce soit les églises réveillées, qui proposent aux fiancés une formation ou des programmes spéciaux d'accompagnement en vue de réussir son mariage. Donc, je pense que quand on est accompagné, c'est toujours mieux. Parce que les personnes qui nous accompagnent, les prêtres, les pasteurs, les conseillers, ce sont des gens qui ont quand même réussi une formation spéciale sur le sujet et qui sont équipés. Et d'un autre côté, quand on a une personne neutre qui nous regarde, ça permet d'avoir un autre point de vue. Parce que souvent, chacun campe sur ses positions, personne ne veut lâcher prise. Et quand il y a une troisième personne qui est neutre, ça permet toujours d'avoir un autre point de vue, de mettre bas la terre et puis d'élargir ses horizons et de mieux comprendre le point de vue de l'autre. Donc, et là, on peut faire des compromis, des concessions. Mais si on ne veut pas peut-être investir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer un conseiller, on a dans la famille des anciens, des parents, des oncles qui se sont mariés, qui ont réussi leur foyer, qui sont mariés depuis longtemps, qui peuvent servir d'accompagnants, donc vers qui on peut se tourner pour demander des conseils, pour demander assistance. Donc, en tout cas, de mon point de vue, c'est toujours bien de se faire accompagner parce que on marche vers l'inconnu. Vraiment, j'ai l'habitude de dire que rien ne nous prépare à être mariés. Rien ne nous prépare à être mariés. On pense souvent que le mariage, voilà, la cérémonie, la fête, les cadeaux, la lune de miel. Mais en fait, une fois que tout ça là est passé et qu'un matin on se réveille auprès de cette personne, on se demande, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais c'est qui lui là? On a l'impression qu'on a affaire à un parfait inconnu. Exactement. Donc rien ne nous prépare au mariage. Donc on n'est jamais suffisamment préparé. On n'a jamais demandé suffisamment de conseils. On n'a jamais suffisamment fait appel à un conseiller, à un oncle, à une tante, à son pasteur, à son prêtre. Vraiment, il faut demander conseil, il faut se faire accompagner. Péricia, pour sortir la toute dernière question à laquelle vous allez répondre en 1 minute. Okay. Est-ce qu'il est possible de rattraper, peut-être de se rattraper lorsqu'on se rend compte qu'on a mal démarré, on a mal commencé, on n'a pas pris en compte certains éléments avant de se mettre ensemble, mais en ensemble, est-ce qu'il est possible de se rattraper, de mener une vie harmonieuse de couple? Oui, c'est possible. C'est possible de se rattraper. Il faut mettre de la volonté. La volonté doit venir des deux conjoints. Mais il y a aussi un prix à payer. Donc, ça veut dire qu'il y a un investissement qu'il faut mettre dans le décrire où les choses ne marchent pas très bien. Le livre peut servir de référence en fonction de ce qui est le sujet de la mésentente pour voir est-ce que vraiment on avait bien abordé les choses et comment on peut corriger. Et vraiment, si on s'aime sincèrement, je pense que en se faisant accompagner, on réussit toujours à faire des concessions et à rattraper. C'est quoi le titre du livre? Les 7 sujets à aborder pendant les fiançailles et les fréquentations. J'espère que tous ceux qui envisagent de se marier sont à l'écoute et j'espère également qu'ils vont tout faire pour se procurer ce livre qui est un cadeau qui nous vient de Péricia. Lorsqu'elle parle du célibat, on comprend qu'elle a de la maîtrise. Lorsqu'elle parle de la préparation au mariage, on comprend qu'elle maîtrise son sujet. Et je crois que ce serait très intéressant de lire cet ouvrage. Ça peut édifier plus d'une personne, hommes-femmes confondus. Hommes-femmes, célibataires, mariés, même les accompagnants, les conseillers, ça peut être des pistes pour conseiller les jeunes fiancés. Péricia, c'est un plaisir de te recevoir. Le temps est allé très très vite. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, aussi, il est allé très très vite. Et puis, on espère qu'on aura une autre occasion. On pourra choisir un thème bien précis, tiré de ton ouvrage pour pouvoir le développer, le mettre à la disposition de ces auditeurs qui ont de réels soucis pour réussir leur mariage, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'avec les réalités qui sont vécues dans les foyers, et on a qui n'ont même plus envie de se marier tellement il y a la peur d'échouer lorsqu'on observe ce qui se passe à côté. Mais c'est possible lorsqu'on s'est formé, lorsqu'on s'est préparé pour le mariage, on peut réussir son mariage et on peut réussir à mener une vie de couple normale. William, tu as la assuré la mise en œuvre de ce programme. Péricia était là. Merci d'avoir été là. Merci Sidonie de m'avoir reçu. Voilà. Sidonie Ficac, j'étais derrière ce micro de présentation. À très bientôt sur les ondes d'ABK Radio pour une autre édition de FINA Family.